Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu donc à l'invitation de la Provence et de laprovence.com. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et vous êtes aujourd'hui à Marseille à l'occasion d'une visite, je crois tout à l'heure, avec Samia Ghali pour évoquer la question du séparatisme. C'est bien cela. Plus précisément pour évoquer la manière dont on transmet les valeurs de la République, dont on transmet la citoyenneté, le vivre ensemble auprès de la jeunesse. Alors c'est vrai que ça rentre dans le débat sur le séparatisme, mais je vais voir une association, des acteurs locaux qui s'engagent pour permettre aux jeunes de s'emparer de ces questions. Dans les quartiers nord, juste à côté, pas très loin du journal. Mais avant ce rendez-vous, vous avez quand même accepté de répondre aux questions des lecteurs de la Provence et des internautes de laprovence.com, des questions qui concernent bien évidemment le contexte sanitaire sans précédent que nous traversons. Il y aura aussi des questions sur le thème du radicalisme, également après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine. Donc on va attaquer par une question d'un jeune Marseillais, c'est une question vidéo d'un jeune Marseillais qui s'inquiète sur la durée du couvre-feu. Combien de temps va durer le couvre-feu et jusqu'à quelle heure? Si les heures vont changer ou ça va rester les mêmes heures? Voilà, alors là les heures inquiètent parce qu'on évoque notamment un couvre-feu à 19h. Bon, alors d'abord sur la première question, jusqu'à quand est-ce que ça va durer le couvre-feu? Finalement, la question qui est posée, c'est pendant combien de temps on va devoir vivre avec le virus à ce niveau-là? Exactement. Et la réponse, c'est évidemment le moins longtemps possible. On souhaite tous que le virus puisse revenir à un niveau, on va dire, soutenable pour le système hospitalier et pour le pays, et donc pouvoir lever le couvre-feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus, le coronavirus, c'est comme un paquebot. Il faut du temps pour le faire bouger. On se souvient du confinement au printemps dernier. Entre le moment où on a décidé de confiner tout le pays et le moment où on a vu la première petite baisse sur la courbe de l'épidémie, il a fallu 18 jours. Là, on est sur un couvre-feu, ce n'est pas un confinement, donc c'est peut-être un peu plus de temps. Couvre-feu récent. Hein. Voilà, qui a été mis en place il y a une semaine, donc ça va mettre un peu de temps. Le président nous a donné 4-6 semaines en espérant avoir une diminution de la circulation du virus, ce qui permettrait probablement de relâcher un peu les choses. Après, sur la deuxième question, sur l'évolution de l'heure, ça fait partie des possibilités. On regarde, nous, avec le président de la République, comment est-ce que l'épidémie circule et les mesures qu'on peut prendre pour agir encore plus contre l'épidémie. C'est une décision qui peut intervenir tout de suite, notamment avec les annonces du Premier ministre. C'est pas prévu dans les annonces d'aujourd'hui de Jean Castex, mais moi, je ne veux rien exclure pour la suite, en fonction évidemment de la circulation du virus. D'accord. Alors, beaucoup évidemment de questions de nos internautes concernent l'hypothèse d'un reconfinement. Alors, que ce soit Grégory Deloris, c'est très large, hein, beaucoup de Marseillais, mais ça va plus large, de Prades, de Vitrolles, même de Monaco, on me demande, alors, reconfinement ou pas? Là aussi, c'est très difficile de répondre comme ça. Oui. Vous savez, je pense que l'un des enseignements… Mais ça inquiète vraiment. Bien sûr, ça inquiète. Je comprends très bien. Motif d'inquiétude. Je comprends très bien que ce soit un motif d'inquiétude, voilà, pour des gens qui ont vécu le confinement, et beaucoup de gens ne l'ont pas vécu positivement. C'est sûr qu'être confiné dans une résidence secondaire avec un jardin, c'est plus simple qu'être confiné dans un petit appartement. Et par ailleurs, on sait que ça aurait un impact très fort sur l'économie. Et donc, personne ne souhaite le reconfinement, je crois. Maintenant, cette épidémie, je vais vous dire, pour les responsables politiques et les membres du gouvernement, elle nous a appris une chose pour l'instant, c'est de jamais rien exclure par principe. À chaque fois que vous avez entendu des politiques ou des membres du gouvernement, au début, parce qu'on découvrait ce virus, dire « ça n'arrivera jamais, ça, on n'en aura jamais besoin », on a vu qu'on a été démenti par les faits. Donc moi, je suis très prudent sur ce point de vue-là. La seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, quand on fait le couvre-feu, quand on impose des jauges, quand on met des règles, ça vise à éviter d'avoir à reconfiner. Voilà. Permettre que le virus ne circule pas d'une telle ampleur qu'on serait obligé de reconfiner. Le but est d'éviter l'hypothèse du reconfinement. Bien sûr, à terme. Tout ce qu'on fait vise à ça. Tout ce qu'on fait vise évidemment à protéger les Français et à éviter d'avoir à reconfiner, à se retrouver à nouveau dans une situation où les hôpitaux sont quasiment saturés et donc on est obligé de confiner. Et alors, les courbes aujourd'hui montrent qu'on s'achemine malheureusement vers une saturation des hôpitaux. Aujourd'hui, on a une hausse exponentielle. Je crois que pour la région PACA, les réanimations étaient occupées début septembre pour 12% par des malades du Covid. Et aujourd'hui, quelques semaines plus tard,
On est, je crois, à 52 ou 54%. On a dépassé les 50%. Voilà. Ouais. Donc on voit à quel point ça va vite. Ouais, et surtout, je ne dis pas que les 50 autres pourcents sont vides. Non, il y a des patients qui ont la chirurgie programmée parce qu'ils ont un cancer, parce qu'ils ont une insuffisance rénale. Il y a des gens qui ont des accidents de la route dans la journée, qui doivent être accueillis à l'hôpital. Donc il y a une situation de très grosse tension sur l'hôpital aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faut tous qu'on applique les gestes barrières. Exactement. Alors, une autre question, ce coup-ci de François, donc, qui a une question, lui, sur la problématique des cas contacts. À propos des cas contacts, la gestion des cas contacts, savoir est-ce que c'est efficace ce qu'on est en train de faire, est-ce que le délai de 7 jours est suffisant. Je m'aperçois que dans mon entreprise, finalement, on est tous contaminés les uns après les autres. Voilà. Alors oui, sur les cas contacts, on a fait évoluer la règle. Avant, c'était 14 jours, c'est passé à 7 jours. Oui. Et on l'a fait pourquoi? Parce que les avis des autorités de santé indépendantes nous ont dit que c'est ce qu'on pouvait faire. Parce que la différence de ce qui reste potentiellement de contaminable entre 7 jours et 14 jours, elle est infime. Et parce que, il faut le dire, beaucoup de Français qui étaient cas contact ou qui avaient eu le virus ne respectaient pas les 14 jours. On a pris cette mesure et cette décision. L'important, l'essentiel, c'est d'arriver à identifier le plus vite possible les cas contacts et les prévenir. C'est ça l'enjeu. Et donc aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de milliers d'appels qui sont passés par l'assurance maladie tous les jours pour prévenir des cas contacts. Et puis surtout, le Premier ministre va lancer cet après-midi une nouvelle application, puisqu'on avait lancé une première qui remplace Stop Covid qui n'a pas marché, il faut le dire, ça a été un échec. Ouais. Les gens n'ont pas téléchargé. Donc on lance une nouvelle application en espérant qu'elle va fonctionner, parce que l'idée, c'est vraiment que vous allez dans un lieu où potentiellement il y a du monde, que ce soit dans votre entreprise, ou si vous allez dans un restaurant, ou si vous allez dans un rassemblement, vous branchez l'application. Et si jamais quelqu'un que vous avez croisé pendant un temps assez long et en proximité est positif, ça vous alerte et vous savez que vous pouvez vous isoler. D'accord. Alors, toujours sur le même domaine, c'est la question du dépistage. Alors, on a différentes questions. Alors, notamment Catherine, 40 ans, à Marseille. À quand un dépistage massif afin de savoir si on est négatif, porteur, et pour protéger donc les personnes positives? Et Stéphanie aussi, 52 ans, à Cérès, dans un petit village du Var. Aurons-nous bientôt des tests avec des résultats quasi instantanés, comme c'est le cas dans d'autres pays? Alors oui, je vais y revenir. D'abord, à quand un dépistage massif? On fait aujourd'hui déjà un dépistage massif. Quand on regarde le nombre de tests par nombre d'habitants, la France, c'est je crois le 2e ou le 3e pays d'Europe qui teste le plus. La semaine dernière, on a testé 1,6 million de personnes. C'est historique, on n'avait jamais testé autant. Il faut voir comme ça a progressé. Il y a eu un vrai problème pendant un certain temps avec des embouteillages pour les tests. Les gens attendaient des heures et des heures, parfois des jours pour se faire tester. Et puis le résultat. C'est encore un peu le cas. Il y a toujours la queue devant les laboratoires. C'est de moins en moins le cas. Il y a toujours la queue devant les laboratoires. Et ça, je ne sais pas si un jour il n'y aura plus du tout la queue. En tout cas, on va peut-être y arriver. Je vais y revenir juste après. Mais en tout cas, là maintenant, vous avez 80% des résultats de tests qui arrivent en 36-48 heures. 80%. Alors il reste les 20% qui mettent plus longtemps. Ils sont souvent concentrés dans des métropoles. Donc, on a beaucoup agi pour développer les capacités de tests, pour mettre en place des créneaux dédiés pour les tests aux personnes qui ont des symptômes, au personnel de santé. La vraie rupture, ça va être, et c'était la deuxième question, je ne sais plus le prénom de la personne qui l'a posée. C'était Stéphanie, 52 ans, de Cérès. Voilà, Stéphanie, très bonne question, parce que ça va être une vraie rupture. C'est les fameux tests antigéniques. Qu'est-ce que c'est? Un test antigénique, c'est le même mode de test que celui qu'on fait habituellement, le PCR, normé, pas très agréable d'ailleurs. Sauf que là, au lieu d'avoir à envoyer l'échantillon sur une plateforme, et c'est là où ça prend du temps parce qu'il y a un embouteillage sur les plateformes qui font tourner les échantillons, c'est comme un test de grossesse, c'est-à-dire que vous le remettez dans une plaquette, et là vous avez une petite barre qui apparaît en 15-20 minutes si jamais vous êtes positif. Et ça change tout. Bien sûr. Ça change tout parce qu'il y a beaucoup moins d'attentes, et ça change tout parce qu'on pourra le faire dans beaucoup plus d'endroits. Et donc là, très concrètement, on a déjà commencé à en déployer 5 millions. À partir de lundi, c'est dans les aéroports. Et on va en déployer 15 autres millions chez les médecins libéraux et dans les pharmacies. Ça veut dire que vous pourrez aller chez votre médecin, vous pourrez aller à la pharmacie, on vous fait le test et en 15-20 minutes, vous avez le résultat tout de suite sur place. Et ça va être un changement radical. C'est-à-dire dans les 15 jours, 3 semaines, c'est quelque chose qui sera totalement généralisé en France. On peut dire que d'ici à la fin du mois de novembre, ça sera partout en France. D'accord. Okay. Mais ça va se faire progressivement. Je ne dis pas que ça ne faut pas attendre fin novembre. Oui. Je préfère toujours. On est habitué à ce côté progressif avec cette. Oui, je préfère voir large pour éviter que les gens. Bien sûr. Alors, nos lecteurs évoquent aussi la question du vaccin. Alors, ils se posent la question notamment du vaccin contre la grippe qui pourrait-il protéger contre le Covid-19? C'est une question de Christian, 72 ans, de Marseille.
Là-dessus, j'ai vu qu'il y a des avis scientifiques, il y a des scientifiques qui ont dit ça. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit validé aujourd'hui scientifiquement vraiment. En tout cas, nous, on ne dit pas du tout ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se faire vacciner, et notamment se faire vacciner quand on est dans les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, ou quand on est un personnel soignant. Et donc là, la campagne vaccinale a commencé, je crois que c'est le 13 octobre. On peut déjà se faire vacciner. D'ailleurs, beaucoup de Français vont se faire vacciner. Olivier Véran, le ministre de la Santé, me disait qu'en 5 jours, on a consommé autant de vaccins qu'en 21 jours l'an dernier. Donc on voit que les Français qui en ont le plus besoin vont se faire vacciner, et c'est positif, parce qu'on a besoin qu'ils se fassent vacciner pour protéger tout le monde. Justement, sur le vaccin, beaucoup de directeurs évoquent aussi le fait qu'on soit en rupture dans beaucoup de pharmacies, ils ne le comprennent pas du tout. Alors, c'est un peu la conséquence de ce que je disais à l'instant. Beaucoup de gens ont été se faire vacciner dans les premiers jours. Et donc personne n'a anticipé si, ça a été anticipé. D'abord, vous savez, les commandes de vaccins contre la grippe pour une saison, elles se font en décembre, janvier de l'année d'avant. Donc c'était même avant le Covid en fait. Mais il se trouve qu'on a commandé, nous l'État, un stock supplémentaire de 30% par rapport au nombre de vaccins qui d'habitude sont consommés. Ouais. C'est les pharmacies qui commandent leurs vaccins. Et donc c'est vrai que toutes les pharmacies ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent dans les premiers jours. Donc pour certaines, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'ont plus de vaccins. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour 2 raisons. D'abord parce qu'il nous reste des vaccins, beaucoup. Je crois que c'est à peine un quart des vaccins qui ont été consommés. Et ensuite parce qu'il y a encore le temps de se faire vacciner. Jusqu'à fin novembre. L'épidémie de grippe, elle arrive en général autour du 20-21 décembre. C'est ça. Il se trouve que cette année, elle arrive plus tard. Parce que dans l'hémisphère sud, où elle a déjà eu lieu, on a constaté qu'elle arrivait beaucoup plus tard. Donc on estime qu'il est quasiment impossible, très peu probable que l'épidémie de grippe arrive avant Noël en France. Donc si vous faites vacciner fin novembre, même début décembre, c'est pas grave. Et il y aura des vaccins, il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet. Il faut patienter jusqu'à début décembre. Toujours sur les vaccins, Claire de 60 ans d'Ajaccio nous demande si nous aurons bientôt un vaccin efficace. C'est la grande question. Et elle a vu que la Chine proposait déjà le sien. C'est la question là aussi à laquelle tout le monde veut répondre. Alors un traitement, un vaccin, on ne sait pas. Moi je veux dire 2 choses. D'abord c'est qu'on fait tout pour trouver un vaccin ou un traitement. Tout ce qu'il y a de chercheurs, de scientifiques les plus qualifiés au monde est à la recherche de ce traitement ou de ce vaccin. Et la France met beaucoup d'argent pour participer à cette recherche. Et la deuxième chose que je veux dire, et ça je pense que ça tient à cœur à tous ceux qui posent cette question, c'est qu'on ne validera un vaccin en France que si on est certain qu'il protège, qu'il n'y ait pas de risque pour la santé. Énormément, évidemment, moi je comprends. Les Français se disent... D'accord, mais si un vaccin arrive vite, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas assez de recul, que ça nous fera prendre des risques pour notre santé, etc. On ne transigera pas avec la sécurité sanitaire. Donc, si un vaccin doit être développé en France, c'est qu'il aura bénéficié de toutes les validations scientifiques qui permettent d'être confiants sur Donc, un traitement pourrait arriver avant un vaccin, a priori. On cherche les deux, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, sur les traitements, on a progressé sur certains d'entre eux, notamment sur les traitements qui permettent, quand vous êtes à l'hôpital, de ne pas développer de formes trop graves qui vous font basculer en réanimation. Aujourd'hui, on a des corticoïdes, un dérivé de la cortisone qui s'appelle la dexaméthasone, qui est beaucoup plus utilisé, qui fait qu'on arrive à réduire le nombre de formes graves, même s'il y a encore beaucoup de personnes, je le disais, en réanimation, et il y a encore des morts, je crois qu'hier, c'est plus de 150 personnes qui sont mortes du Covid en France. Mais voilà, on progresse, mais évidemment, on n'a pas encore le traitement qui permet de soigner tout le monde. Un petit mot sur le traitement qu'avait mis en avant donc, le professeur Raoult. Alors, il n'y a eu aucune question sur le professeur Raoult, ce qui est assez étonnant, mais vous avez une idée sur la question, sur ce qu'il avait proposé, sur les polémiques que ça a fait naître entre Paris et Marseille? Moi, je ne suis pas scientifique, et donc je n'ai pas à me prononcer pour ou contre un traitement. Moi, je regarde ce que disent les scientifiques, et notamment les autorités scientifiques qui ont l'habitude de gérer des épidémies. Vous disiez débat entre Paris et Marseille. Moi, je regrette que cette question-là ait été un peu caricaturée comme ça. Ouais. Le président de la République, il est quand même venu à Marseille voir le professeur Raoult à l'IHU pour parler avec lui. Ça montre bien et je crois d'ailleurs qu'il leur arrive d'échanger directement. Le président, il est ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous les chercheurs. Et le professeur Raoult, c'est un chercheur, un grand chercheur. Un grand chercheur. Il est ouvert à toutes les expertises et il ne s'agit pas de dire qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. Voilà, tout le monde participe. Et c'est vrai que je pense qu'un des enseignements de cette crise, c'est aussi pour les Français, et je me mets dedans,
d'avoir finalement vu naître dans le débat public, vu apparaître dans le débat public, ce qu'on appelle la controverse scientifique. Ça a toujours existé depuis que la science existe. Vous avez des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, qui avancent des pistes, qui avancent des hypothèses. Et voilà, ils se disputent. Mais là, ça a pris une ampleur assez et là, c'est rentré dans le débat public. Oui, voilà. Exactement. Alors, on va écouter une question de Baptiste, jeune Baptiste, qui aimerait savoir combien de temps le masque va rester obligatoire à l'école. Moi, je voulais savoir si le port du masque obligatoire à l'école, ça allait durer encore toute l'année ou jusqu'à combien de temps, quoi. Ouais, combien de temps? Là, c'est pareil, tant qu'on doit vivre avec le virus, il va falloir continuer à se protéger. Moi, ce sur quoi je veux insister, je le fais dès que j'en ai l'occasion, c'est qu'il y a le port du masque, mais il y a aussi les autres gestes barrières. Il y a la distance, Exactement. Il y a le lavage des mains. Vous avez vu qu'il y a une étude hier qui est sortie qui montre que le virus sur la peau, sur les mains, peut rester jusqu'à 9 heures. Ah ouais. Donc, c'est surprenant, mais oui. C'est très important. Ouais. Et je rajouterai un 4e geste barrière. Le président de la République a beaucoup insisté là-dessus quand il est intervenu la semaine dernière, c'est l'aération. Il faut aérer régulièrement chez soi. Il faut ouvrir la fenêtre plusieurs fois par jour, aérer. Ou si vous êtes dans une entreprise, partout, dans les lieux clos, il faut aérer. Voilà. D'accord. Alors, on va écouter en même temps une autre question en vidéo. C'est Paul qui évoque cette fois-ci donc les moyens donnés à l'hôpital. Pourquoi on n'avait peut-être pas suffisamment investi dans les nouveaux lits en réanimation pour éviter un reconfinement ou des mesures de couvre-feu plus ou moins importantes, quoi. Alors, c'est une question, moi je la comprends parfaitement et beaucoup de Français me la posent quand je me déplace. Parce que c'est vrai qu'on dit, notre objectif, c'est qu'il y ait le moins de personnes possible en réanimation pour pas que les hôpitaux soient saturés, et donc on prend des mesures. Et à ça, je vais répondre 2 choses. La première, c'est qu'on a investi pour notre hôpital. Il y avait un peu plus de 5000, à peine plus de 5000 lits de réanimation armés, en dur, au moment de la première vague. On est aujourd'hui à, je crois, 5700. On a augmenté de 15%. C'était très peu par rapport à nos voisins européens, en tout cas nos voisins allemands. Il faut faire très attention parce que ce n'est pas la même manière de compter. Oui. Nous, on a des lits de réanimation, on a des lits qu'on appelle de soins intensifs. En Allemagne, je crois qu'ils ne font pas la différence entre les deux. Donc, moi, il faut faire attention aux comparaisons sur ces sujets-là. Mais on a développé, on a augmenté de 15% la capacité. Et pourquoi on ne peut pas faire plus? Parce que derrière un lit de réanimation, le lit de réanimation, ce n'est pas comme chez Ikea, on va chercher le lit et puis on le met en place. C'est-à-dire que derrière, il y a une infirmière, il y a un médecin, il y a un anesthésiste réanimateur. Et ça, c'est plusieurs années pour former des professionnels. On ne peut pas les former en... Donc, on a fait des formations très rapides pour des professionnels de santé qui n'interviennent pas habituellement en réanimation, mais on a fait des formations express pour qu'ils puissent le faire là pour la 2e vague. C'est pour ça qu'on a pu augmenter un peu les lits. Mais on ne pouvait pas aller au-delà. Par contre, on peut investir pour l'avenir. On a lancé le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'est quoi? C'est dire on tire les enseignements du coronavirus, on se rend compte que oui, notre hôpital manque de moyens et qu'il en faut plus pour l'avenir. Donc on met l'argent pour créer 15 000 lits supplémentaires. On met l'argent pour rendre plus attractifs les métiers dans la santé. Oui. Une infirmière, une aide-soignante, tous les personnels de l'hôpital gagneront 200 € net de plus par mois à partir de maintenant. Donc c'est une augmentation majeure. Et désolé, je suis un peu long, mais il y a un deuxième argument que je veux donner, c'est que par ailleurs, il ne faut pas laisser penser que finalement on pourrait gérer l'épidémie en accueillant le plus de personnes possible en réanimation. Sur 10 personnes qui rentrent en réanimation, il y en a 3 qui en ressortent dans un cercueil. Voilà. En moyenne, sur 10 personnes qui rentrent en réanimation, vous en avez 3 qui décèdent. Et donc si on dit, finalement, on va laisser le virus circuler, et puis on va accueillir, c'est pas grave, parce qu'on accueillera beaucoup plus de monde en réanimation, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait beaucoup plus de morts. Parce que, voilà, avoir une forme grave, on peut décéder. Voilà. Alors, une question un peu plus légère, dans un contexte très lourd. Donc, c'est Marius, un jeune lycéen, qui se pose la question, pensez-vous qu'on peut autoriser le retour des spectateurs, notamment pour les matchs de l'OM, de football, dans un stade? On adorerait, c'est une grande question. On adorerait. Hein. Là, c'est vrai qu'avec le couvre-feu, ça a eu un impact très fort. Là, je donnerai les mêmes réponses que tout à l'heure. On a envie tous de revenir le plus vite possible à la vie normale. Mais soyons clairs, ce n'est pas quelque chose d'envisageable dans les semaines, dans les mois à venir. En tout cas, là, à court terme, ce n'est pas envisageable. Après, encore une fois, quand on sait que ce virus il va rester un certain temps. Le président a dit on a au moins jusqu'en juin 2021. Et on sait qu'il va y avoir des vagues, et puis c'est comme la mer, le ressac. Et puis peut-être encore une vague. Et donc l'important, c'est d'avoir... C'est comme des flotteurs, voilà, il faut qu'on garde la tête hors de l'eau. Et donc ça veut dire que parfois, quand on est sur la vague, il faut mettre plus de restrictions. Et puis la vague, elle redescend, on va peut-être pouvoir les lever un peu, etc. Il
il va malheureusement falloir s'habituer à vivre comme ça pendant plusieurs mois. Oui, parce qu'il faut pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible et en s'adaptant à la circulation du virus. D'accord. Alors, sur la question des déplacements maintenant, Catherine, qui est 53 ans, professeure de yoga, voudrait savoir pourquoi aucune restriction de déplacement n'a été mise en place pour les vacances de la Toussaint alors qu'il existe un risque important de contamination dans des régions jusqu'alors épargnées. D'abord parce que le virus circule beaucoup dans beaucoup de régions. Pour le coup, il est beaucoup plus, il est dans beaucoup plus de régions françaises que dans la première vague. C'était très concentré d'abord sur le Grand Est, ensuite sur l'Île-de-France, mais où la plupart des régions avaient été épargnées. Ensuite, parce que les Français, je crois, pour beaucoup, pour ceux qui peuvent partir, avaient besoin de souffler. Et que, on l'a dit de manière très claire, si partir en vacances, c'est aller se mettre au vert, que ce soit à la campagne ou voilà, se ressourcer, entre guillemets, en respectant les consignes, c'est très bien. Mais partir en vacances, ça ne veut pas être aller faire la fête, évidemment, en ce moment. Donc voilà, on a fait ce choix-là. On l'a fait parce que les autorités scientifiques, que ce soit le Conseil scientifique ou le Haut Conseil, nous ont dit qu'on pouvait le faire et qu'il n'y avait pas de surrisque. Vous savez, au moment du confinement, il y a beaucoup de Français qui sont partis des grandes villes pour aller dans d'autres régions. Se confiner dans la campagne. Et on n'a pas constaté qu'ils aient disséminé très fortement le virus dans les régions où ils sont allés. Il y a pu avoir évidemment des cas contacts. À certains endroits, il y a pu avoir des petits clusters. Mais en tout cas, il n'y a pas eu tout d'un coup une vague qui a déferlé sur la France. En revanche, à Marseille, où il y a eu quand même une saison estivale avec énormément de touristes, on s'est plaint évidemment de contamination. Oui, j'ai entendu ça. Alors, il faudra voir exactement comment. Oui, voilà, il faut voir. Moi, je suis venu à Marseille cet été, vous vous en souvenez peut-être. Je crois que c'était le 17 août. Je suis venu en déplacement pendant les vacances parce qu'on voyait déjà qu'il y avait des signes d'épidémie. J'étais venu, j'avais rencontré le bataillon des marins-pompiers de Marseille. J'avais été sur un stand de test mobile qu'on avait mis en place sur le Vieux-Port. Très tôt cet été, on a cherché à alerter. J'étais venu au moment où on avait commencé à fermer les terrasses parce qu'il y avait des soirées sans aucun geste barrière. Voilà, on se souvient de ça. Une autre question toujours sur les déplacements de Christian, 63 ans, retraité. Alors que tous les pays d'Europe renforcent les contrôles aux frontières et à l'arrivée dans les aéroports, pourquoi n'y a-t-il aucun contrôle en France? Mais il y a des contrôles en France. Oui. Il y a des contrôles. Vous avez des contrôles par caméra thermique. Alors récemment, quelqu'un me disait, je ne comprends pas, je suis arrivé à l'aéroport, c'était un aéroport parisien, on n'a pas contrôlé ma température. En fait, si, sauf que la personne ne le savait pas. C'est-à-dire qu'on met des caméras et puis il y a des écrans de contrôle. Et quand une personne a de la température, il y a des professionnels qui viennent la voir, qui lui font un test. Voilà, mais donc ce n'est pas forcément visible. Il n'y a pas de demande de test, il n'y a pas d'obligation d'avoir un test. Il y a une obligation d'avoir un test quand vous venez d'un pays zone rouge, un pays où le virus circule beaucoup. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, on fait un test quand vous sortez du métro parce que vous allez d'un endroit à l'autre dans votre ville. Mais par contre, quand vous venez d'une zone rouge, soit vous devez avoir fait un test dans les, je crois, 48 heures qui précèdent le voyage, soit vous en faites un à l'aéroport. Et là, justement, à partir de lundi, on développe dans les aéroports les fameux tests antigéniques que j'évoquais, ce qui permettra d'avoir le résultat. Dans 20 minutes, on aura la réponse. Tout de suite. Voilà. Les restaurateurs et les commerçants, évidemment, ça c'est un sujet très important. Cyril, 42 ans, restaurateur à Marseille, comment comptez-vous réparer l'impact de votre mauvaise gestion depuis le début de la crise? Les restaurateurs sont à l'agonie avec des charges, l'URSSAF et la TVA. Bon, d'abord... Mauvaise gestion, c'est lui qui le dit. Hein. Oui, mais bon, après, on est en démocratie, chacun peut faire les critiques qu'il veut, mais moi, ce que me disent les acteurs économiques que je rencontre, y compris les restaurateurs, et je trouve que j'en connais, moi-même j'ai travaillé dans la restauration, ils disent une chose. Ils sont forcément critiques, tout le monde peut être critique sur la gestion, mais ils disent une chose, c'est que tous les dispositifs qu'on a mis en œuvre pour accompagner le monde économique, qui sont sans précédent, dès le début, sont sans précédent et ont fonctionné. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 82 millions d'euros qui ont été versés sur le chômage partiel. Donc voilà, c'est massif, il y a eu un accompagnement massif. Ce que je leur dis, c'est que c'est un plaisir pour personne de devoir restreindre l'activité des restaurants, pour personne. Parce que tous les Français aiment aller au restaurant. C'est l'art de vivre à la française, la gastronomie, le fait de se retrouver, la convivialité. Et là aussi, on souhaite pouvoir revenir le plus vite possible et le plus normalement possible dans tous les restaurants. Deuxième chose, moi je sais, pour connaître les restaurateurs, que s'il y a des professionnels qui sont parfaitement au fait de tout ce qui est normes d'hygiène et normes sanitaires, c'est eux. Ils sont déjà hyper contrôlés, ils ont déjà des protocoles. Donc je ne remets pas en question leur gestion. Ce que je peux leur dire, c'est qu'on va continuer à être là pour les accompagner. Bruno Le Maire a déjà annoncé des dispositifs supplémentaires avec les fameux 10 000 € du Fonds de solidarité qu'on a étendu à tout ce qui est entreprise de moins de 50 salariés. On a baissé le plafond de perte du chiffre d'affaires. Il va annoncer, ça je peux vous l'annoncer, d'autres mesures, notamment pour aider les restaurateurs sur la question des loyers. Il y a beaucoup de restaurateurs qui disent « vous m'aidez avec le chômage partiel sur mes salariés, vous m'aidez avec une aide sur les charges que j'ai à payer, vous m'exonérez mes charges. Par contre, il me reste le loyer. » Et on sait que dans des grandes métropoles,
ça coûte cher, le loyer d'un restaurateur. Et donc là, Bruno Le Maire va annoncer des dispositifs d'aide financière restaurateurs pour les loyers. Et probablement aussi les autres commerces non essentiels. Oui, bien sûr, mais tous ceux qui sont impactés par la crise, qui sont soit fermés administrativement, soit qui doivent perdre des revenus. Parmi les autres secteurs impactés, il y a les salles de sport. Donc là, Élodie, 37 ans, qui est gérante d'une salle de sport à Marseille. Pourquoi faire fermer les salles de sport alors que le protocole sanitaire est respecté et que le kiné, par exemple, continue à recevoir du public, parfois 7-8 personnes, pour faire des exercices en petits groupes? Alors, je n'ai pas la réponse sur le kiné. J'avoue que ça, je n'ai pas cet exemple-là. Là, c'est pareil. Moi, ce que je veux vraiment passer comme message, c'est qu'on ne vise pas les lieux pour leur nature. On ne dit pas on va mettre des restrictions sur les restaurants parce que c'est des restaurants. On va fermer les salles de sport parce que c'est des salles de sport. On vise une seule chose, c'est le virus. Et on regarde ce que disent les études scientifiques sur la manière dont le virus circule. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que là où il circule le plus, c'est dans les lieux clos où on ne porte pas le masque. Et où, par ailleurs, on a le plus de, entre guillemets, de gouttelettes qui sont en suspension. En suspension. Bon. Et donc, les salles de sport, vous n'avez pas de masque, vous faites du sport et donc vous respirez très fortement, vous transpirez. Et il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a beaucoup plus de risques d'être contaminé dans une salle de sport que dans un autre lieu. Voilà. Mais là, c'est pareil, on les accompagne aussi comme les restaurateurs. On les accompagne. Bon, pour l'instant, ils restent fermés. Donc, on va abandonner la Covid-19 pour écouter maintenant Monique qui s'inquiète, elle, de la montée de l'islamisme. Comment on peut lutter contre cette montée de l'islamisme qui s'attaque à toutes nos institutions, que ce soit la police, l'enseignement, ça devient insupportable. Et j'avoue en tant que citoyenne, avoir peur de ce qui va se passer dans les mois et à venir. Moi, j'entends parfaitement Monique quand elle dit qu'elle a peur. C'est terrible ce qui s'est passé la semaine dernière. Ouais. C'est terrible parce que c'est d'une violence incroyable que quelqu'un soit décapité dans une rue en France aujourd'hui. Mais c'est terrible aussi parce que la charge symbolique qu'il y a derrière, un enseignant qui a été visé parce qu'il montrait des caricatures, parce qu'il parlait de la liberté d'expression, c'est d'une violence inouïe. Donc moi, j'entends que Monique ait peur. Ce que je veux lui dire, c'est qu'on ne va pas céder à la peur. On ne va pas être inerte et immobile face à tout ça. D'abord parce qu'on a commencé à agir. C'est vrai qu'il y a un islamisme politique, un islamisme radical qui nourrit le terrorisme. Et cette affaire, elle le montre très bien. Un jeune terroriste qui a été poussé dans ses actes par des islamistes radicaux qui n'étaient pas un fichier S. Voilà, qui attisent la haine et la violence. Et depuis 2017, on agit pour lutter contre l'islam politique. Et ce territoire en sait quelque chose. Moi, j'ai été élu parlementaire, député en 2017. Une des premières lois que j'ai votées, c'est la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'elle a permis, cette loi? De mettre dans la loi la possibilité pour l'État de fermer des mosquées qui prêchent la haine ou la radicalisation. Et on a deux exemples ici. La mosquée Al-Souna à Marseille qui a été fermée grâce à cette disposition, et une mosquée à Aix-en-Provence qui a aussi été fermée grâce à cette disposition. Justement, j'ai une question de Mathieu qui demande si vous comptez fermer d'autres mosquées extrémistes en France ou sur notre territoire. Bien sûr, donc là il y a eu une annonce cette semaine avec la mosquée de Pantin, oui. Donc en région Île-de-France. Et évidemment que nos services travaillent et récupèrent des informations. Je ne rentre pas forcément dans les détails parce qu'ils ont besoin de la discrétion pour agir, mais pour trouver tous les arguments, tous les moyens pour fermer les mosquées qui prêchent la haine et la radicalisation. Moi, je fais aussi attention à ne pas donner sentiment qu'on serait contre les mosquées. Évidemment, non. L'essentiel, la crasante majorité des musulmans en France, ils exercent leur religion dans les valeurs de la République. Et on va continuer à accompagner l'islam en France pour qu'il puisse développer ce que le président de la République a appelé un islam des Lumières. Donc, je fais bien la part des choses. Mais le fait est que vous avez aujourd'hui dans notre pays des gens qui prêchent la haine, la radicalisation. Donc, il faut fermer les lieux. Il faut mettre fin à un système qui a existé depuis trop longtemps en France, où la France importait, entre guillemets, des imams, qu'on appelle les imams détachés, qui étaient détachés par des pays étrangers pour venir prêcher en France. Donc ça, dans la loi séparatisme qui sera examinée à partir du mois de décembre par le Parlement, on met fin à ce système. On aura des imams qui seront formés en France, avec, encore une fois, un islam des Lumières, compatible avec les valeurs de la République. Et puis, moi, l'autre chose que je veux dire, c'est que finalement, derrière tout ça, il y a l'idée de déconstruire un islam politique qui s'installe en France. Mais de l'autre côté, il faut aussi construire. C'est-à-dire qu'il faut construire dans les quartiers qui sont aujourd'hui visés par l'islam politique. Et comment faire pour régler la question des quartiers? Parce que ça, c'est une question, notamment ici à Marseille. Une éducation populaire. Sur quoi est-ce qu'il prospère l'islam politique? Sur un sentiment de relégation.
sur le sentiment que... De pauvreté, de relégation. Voilà, qu'il n'y a plus de services publics, qu'il n'y a plus tout le périscolaire, qu'il n'y a plus de mixité. Et c'est tout ce travail-là aussi qu'on a engagé quand on a dédoublé les classes en REP et REP+, c'est-à-dire dans tous les quartiers, les banlieues, les quartiers difficiles, 12 élèves par classe en CP, en CE1, c'est un progrès majeur. Oui. Le doublement du budget de l'ANRU pour la rénovation urbaine, pour financer des grands projets, pour améliorer la vie dans ces quartiers, c'est un investissement majeur. Voilà, les emplois francs pour que les jeunes de ces quartiers arrivent à trouver plus facilement du travail, qu'il y ait une prime de 5 000 € qui soit versée à l'employeur qui les recrute. Voilà, tout ça, c'est des actes très forts, mais évidemment, il faut amplifier les choses. D'accord. Justement, ça passe aussi par l'éducation et il y a des questions sur savoir s'il y aura quelque chose de spécifique qui est prévu pour la rentrée scolaire, notamment autour de ces valeurs, citoyenneté ou... Oui, bien sûr. Alors là-dessus, on est en train de le travailler, et plus spécifiquement, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avec les enseignants. Il faut que ce soit une rentrée historique. Il faut que ça soit une rentrée dédiée évidemment à la mémoire de Samuel Paty, mais qui soit aussi une rentrée où on affirme haut et fort les valeurs de la République et où on permet aux jeunes, aux élèves de s'exprimer, de participer à ces questions-là. Et donc, il y a un travail avec les enseignants en ce moment. On va demander aussi aux élus de la République de participer, d'être dans les écoles, d'intervenir auprès des élèves. Et tout ça sera détaillé par Jean-Michel Blanquer dans les jours qui viennent. Les questions aussi concernent l'utilisation des réseaux sociaux, savoir un peu comment le gouvernement pourrait intervenir dans le fonctionnement des réseaux sociaux. On sait que c'est très compliqué. Là, c'est effectivement un sujet très compliqué. Les réseaux sociaux, c'est à la fois le meilleur et le pire. Ça permet à des personnes qui n'ont pas la parole de s'exprimer. Ça permet de discuter. Voilà, c'est une forme d'agora numérique. Ça permet de discuter, d'échanger, mais ça permet aussi une libération de la haine. Et les réseaux sociaux, vous l'avez déploré il y a quelques jours avec oui, des mots assez durs. Ils ont joué un rôle dans cet attentat. Ça a commencé sur les réseaux sociaux avec la vidéo du père d'élève qui appelle à la haine contre le professeur, et ça se termine sur les réseaux sociaux avec la photo de la tête du professeur décapité qui a été postée par le terroriste. Donc il faut mieux encadrer les choses. C'est un sujet compliqué, pourquoi? Parce que là on parle justement d'un attentat qui vise la liberté d'expression. Et donc la réponse à cet attentat ne peut pas être de revenir sur la liberté d'expression des Français, des citoyens sur les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet qui est d'équilibre à trouver. On travaille beaucoup en ce moment avec des juristes, des personnes qui sont spécialistes, parce qu'il y a des propositions qui avaient été faites, notamment par une députée, Madame Avia, qui avaient été adoptées par le Parlement, mais le Conseil constitutionnel les avait censurées. Et on est en train de travailler à la fois une meilleure régulation de ce qui est posté sur les réseaux sociaux, une meilleure possibilité de retirer des contenus qui appellent à la haine, qui appellent à la violence, et puis peut-être la création d'un nouveau délit qui serait un délit d'appel à la haine. Sur les Vous pensez pouvoir influencer les grands opérateurs qui font les réseaux sociaux dans le monde? Moi, je vais vous dire ma conviction, c'est que si on veut vraiment influencer les opérateurs, les grands opérateurs, les GAFA comme on dit, c'est au niveau européen que ça se joue. C'est-à-dire si chaque pays adopte sa propre législation et dans son propre combat avec ça ne peut être ces géants, qu'européen. Bien sûr. Et donc en ce moment, on travaille beaucoup au Parlement européen, avec la Commission européenne, pour avoir une mobilisation collective. Ça a marché récemment. Vous vous souvenez du drame qu'il y a eu à Christchurch, où il y a un homme qui a été... en Nouvelle-Zélande, l'un des rares attentats de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Absolument, qui avait été une tuerie terrible. Et le terroriste avait diffusé en direct la vidéo sur les réseaux sociaux. Et la vidéo ensuite s'était retrouvée, relayée. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait être plus efficace dans la possibilité de retirer ce type de contenu. Il y a une grosse mobilisation européenne avec les géants du numérique. Et maintenant, on a un système qui fait que ce type de contenu, ils sont retirés très rapidement. La photo qui a été postée par le terroriste, elle a été retirée très rapidement, continue à circuler parce que certains l'ont reprise, mais elles sont retirées à chaque fois très vite. Il faut qu'on arrive à la même chose, au même système sur les contenus qui véhiculent la haine. C'est évidemment plus difficile. C'est un peu ce message pédagogique que vous allez délivrer cet après-midi avec Samia Ghali à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, absolument. On va échanger avec des jeunes, des associations, des travailleurs sociaux, des médiateurs qui font un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire construire. Voilà, construire du lien, construire de la tolérance, construire du dialogue dans des quartiers, y compris des quartiers difficiles. Et voilà, transmettre les valeurs de la République à la jeunesse. C'est évidemment le rôle de l'éducation nationale, mais c'est aussi le rôle de beaucoup d'autres acteurs à côté de l'école. Et c'est ce que je vais voir tout à l'heure. Alors justement, une dernière question par rapport à votre vision un peu de Marseille, de l'évolution, de l'arrivée depuis un peu plus de 3 mois de Michel Rubirola, un meilleur écologiste, après 25 ans de gaudinisme. Vous avez
Quelle est votre vision de la ville? Moi, Vous connaissez un peu la ville quand même? Oui, je suis venu à plusieurs reprises en déplacement. J'y ai des amis. Je m'entends très bien avec Samia Ghali, avec qui je serai tout à l'heure, mais aussi avec des députés, Saïd Hamada, Cathy Raconbouzon. Et puis quand vous commencez à citer des noms, il faut tous les citer. Donc les autres évidemment, mais Alexandra Louis aussi évidemment, les autres. Donc je suis les choses. Bon, il y a une nouvelle équipe qui a été choisie démocratiquement par les électeurs, qui arrive dans un contexte qui est difficile avec cette épidémie, comme pour tous les nouveaux maires en France. Mais qu'en plus, une ville pauvre qui a souvent besoin de l'État. Bien sûr qu'il y a besoin de l'État, et l'État sera au rendez-vous comme il l'a été depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Vous savez qu'il a un attachement tout particulier pour Marseille. Il sait que je suis à Marseille aujourd'hui parce que voilà, et quand un membre du gouvernement s'y déplace, il aime bien être. Et très attentif à ça, d'accord. Très attentif à ce qui se joue ici. Et donc voilà. Après, sur la situation du Covid-19, ça a été difficile à un moment dans le dialogue avec l'État, c'est vrai. Et pourtant, encore une fois, moi j'étais à Marseille cet été, Olivier Véran aussi. On a tous les deux échangé avec Michèle Rubirola. On a partagé avec elle les informations et les inquiétudes qu'on avait. Je n'ai pas trop compris à un moment la réaction des élus marseillais, mais je pense que c'est derrière nous. Et surtout, j'ai vu que Michèle Rubirola avait dit elle-même qu'il y avait peut-être des choses qui avaient été mal faites, mal dites. Même s'il y a toujours, on réclame toujours de plus en plus de forces de l'ordre, donc des moyens. Oui, je sais que c'est un vrai sujet. De la police nationale. Je sais que c'est un vrai sujet, et notamment quand j'étais venu en août, j'avais annoncé l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire, notamment sur les contrôles autour des masques. Mais voilà, pour le coup, Samia Ghali me dit régulièrement que il y a un vrai enjeu dans les quartiers dont elle est élue. C'est un enjeu énorme pour cette ville. Et là-dessus, évidemment, qu'on continue à travailler avec la mairie. Bon, Gabriel Attal, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous avez quasiment répondu à l'ensemble des questions qui étaient assez larges. Je n'avais pas la réponse à tout, parce qu'il y a cette part d'incertitude sur le virus, évidemment, mais en tout cas, évidemment, et on va écouter ce que va aussi déclarer dans quelques minutes maintenant le Premier ministre Jean Castex. Bon, merci beaucoup merci à vous. En tout cas d'être venu.